Salam alaikum, Azul Felaouen, bonsoir. Le Hirak entame son deuxième hiver avec une détermination intacte. Ceux qui pariaient sur un essoufflement du mouvement ou, à tout le moins, un reflux significatif auront eu pour leur compte. Rien ni personne ne semble capable pour l'heure de le détourner de son objectif principal réclamé depuis février dernier, le changement radical du système. Le mouvement populaire du 22 février possède une vertu qui fait sa grandeur et sa richesse. Il n'a pas développé de sentiments haineux à l'encontre d'une région, de classe sociale, des femmes, de particularisme linguistique ou religieux. Il a concentré son hostilité contre les Isaba, que l'on traduit par mafia. Le mouvement populaire s'est présenté comme un rassembleur. Il a opéré un dépassement de nombreux clivages qui entravaient l'émergence d'un mouvement populaire unitaire et salutaire pour le pays. La culture du patriotisme, le culte des couleurs nationales, l'hommage aux glorieux martyrs de la Révolution du 1er novembre 1954 expriment son ADN. Le Hirak s'inscrit dans l'affirmation de la nation algérienne par son émancipation moderne avec la revendication d'un État de droit fondateur et protecteur des libertés individuelles pour toutes les Algériennes et tous les Algériens sans exception aucune. Il continue avec une farouche détermination le combat libérateur du 1er novembre 1954. Cette nouvelle démonstration de force qui confirme la détermination du mouvement à aller jusqu'au bout, malgré tous les aléas, y compris climatiques, suscite de légitimes interrogations sur les conditions de déroulement de la campagne électorale et sur le maintien du scrutin. La tenue des élections dans le climat actuel de fermeture du champ politique et médiatique qui ne tolère pas le discours opposant ne régleront pas la crise politique. Elle va plutôt l'aggraver et conduire à l'instabilité du pays et à affaiblir davantage l'Algérie sur la scène internationale. N'importe quel président qui sera élu dans ces conditions pourra-t-il trouver des solutions alors qu'il sera contesté dans sa légitimité? Organiser des élections dans ces conditions sans période de transition conduite par les résidus de la Hisaba, ce n'est pas y aller à la démocratie, mais au recyclage du système. En effet, depuis quelques mois, plusieurs tentatives d'organiser des rassemblements et des marches en faveur de la prochaine farce électorale ont eu lieu. Mais au lieu d'une mobilisation populaire massive, les organisateurs de ces actions se sont ridiculisés. Ils sont même devenus la risée des internautes algériens qui n'ont pas hésité à se moquer d'eux et du nombre très réduit de leurs partisans. Les images diffusées ne trompent pas. Les méthodes de mobilisation et les moyens mis à leur disposition sont caractéristiques des traditionnelles manifestations organisées ou inspirées par le régime. Les contre-manifestants ne chantent pas la liberté, ils revendiquent la servitude. Ils sont à l'opposé du Hirak, tant par les valeurs affichées que par le suivisme vis-à-vis du système en place. La sacro-sainte mobilisation du peuple du Cachir, les réseaux dormants de la corruption, les clients du système et les éternels chercheurs d'os à croquer sont mobilisés et déplacés d'une ville à une autre par bus réquisitionnés par des administrations locales pour organiser des semblants de marche de soutien à l'état-major de l'armée et à l'option des présidentielles. Il n'est surprenant de voir sur l'écran de la télévision du régime plusieurs visages faire partie de toutes les manifs pro-pouvoir. Ces derniers jours, le pouvoir, affolé par l'ampleur de la mobilisation populaire en faveur du rejet des élections, multiplie ses manœuvres sordides.
la mise sous contrôle des canaux de communication en précédant à la suspension de peu d'émissions ouvertes à la diversité d'opinions, comme fut le cas chez Chaîne 3. Interruption de la transmission de la chaîne El Magharibiya sur injonction politique du pouvoir à Alger. La domestication des chaînes privées via le chantage judiciaire et financier, la mise offline des sites d'information jugés subversives, la surmédiatisation des insignifiantes manifestations de soutien au pouvoir et le passage sous silence des grandioses manifestations populaires. Il n'est pas exclu qu'il multiplie les abus et face à toute cette agitation, le peuple, comme un seul homme, garde le cap et sconde dans tout le pays et par millions. Pas de vote, espèce de bande. Un état d'esprit révolutionnaire, inédit, qui nous laisse convaincus qu'il sera difficile d'organiser les élections le 12 décembre. Le processus d'empêchement de la mascarade électorale a déjà commencé. Martin Luther King disait « I had a dream ». J'ai fait un rêve, oui. Le peuple algérien est en train de réaliser son rêve, déterminé à aller jusqu'au bout pour un État civil et non militaire, avec sa Silmiya. Cinq candidats pour une élection rejetée, le titre de notre émission aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Amina Afaf Chayeb, mouvement Ebtikar. Amina, merci d'avoir accepté notre invitation. Moussa al-Khair. Moussa al-Nour, merci pour l'invitation. On aura aussi le plaisir d'avoir M. Hassan Hirash, analyste politique. Hassan Hirash, bonsoir. Azoul. Azul Fellak, Azul Fellaouen, bonsoir tout le monde, salam alaikum. Et ça me fait plaisir d'être là avec toi, Nassar, et avec
téléspectateurs comme d'habitude. Alaykoum salam. Merci, cher Hassan. On aura aussi le plaisir d'avoir Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP. Elle est retenue par les bouchons à Paris. Donc, on aura aussi la deuxième partie, notre confrère Chaban Kassi, journaliste. Amina, je commencerai par vous. Plaisir de vous revoir. Donc, les Algériens continuent à sortir en millions. On l'a vu donc le vendredi passé. Bien sûr que le régime est dans sa logique. Il essaye d'imposer donc cette élection qui est rejetée par les Algériens. Comment vous voyez donc la situation actuellement en Algérie et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette révolution historique ? Écoutez, on se trouve aujourd'hui dans une crise politique inédite. Elle est causée et aggravée par le pouvoir réel militarisé qui refuse d'écouter les revendications légitimes d'un peuple qui se soulève depuis 9 mois pour revendiquer la rupture et le changement radical. Et il nous livre une contre-révolution acharnée. Cette contre-révolution à base de diabolisation du Hirak, de volonté de le noyauter, de l'affaiblir, à base de répression. À l'heure où nous parlons, une centaine de militants pacifistes, de jeunes et de moins jeunes, sont aujourd'hui emprisonnés sans raison valable, sans texte, sans fondement légal. Et la répression, elle est cependant inefficace. Cette contre-révolution est inefficace parce qu'on continue à sortir en très très grand nombre partout dans le territoire national, mais aussi partout dans le monde où sont les Algériens. Cette contre-révolution est inefficace parce que le 1er novembre, nous avons fait encore une démonstration de force en enlevant à ce régime sa prétendue légitimité historique, qui est une usurpation historique. On renoue non seulement avec notre avenir, à vouloir le reconstruire et à rompre avec le régime, mais on renoue aussi avec notre histoire d'un peuple qui a toujours lutté pour sa dignité et pour sa liberté. Quand vous parlez de contre-révolution, on a vu ces derniers jours des manifestations, si on peut dire, pro-Gaïd, état-major, chef de l'état-major, et pro-élection. Bien sûr, le nombre était, si on peut dire, ridicule par rapport au mouvement des Algériens qui réclament ce changement. Elles sont non seulement ridicules, elles sont aussi pathétiques. C'est un spectacle qui ne rend pas du tout service à ce régime qui a court d'arguments, qui, après la mascarade du dialogue qui nous a livré l'été, la mascarade de l'autorité d'organisation des élections, la mascarade électorale majoritairement rejetée, essaye encore de nous faire des mascarades de soutien qui sont très inefficaces. Que ce soit en nombre, les messages, elles sont critiquées, elles sont raillées, elles sont moquées, elles ne convainquent personne. Très bien. Hassan Hirash, comment vous voyez les choses en ce moment? Vous l'avez dit dans plusieurs émissions chez nous, que le peuple est déterminé donc à changer le système. Mais aussi, on a un système qui est déterminé à aller à ces élections qui sont rejetées par le peuple algérien. On a vu dernièrement, donc, Amina parlait de contre-révolution, on a vu des manifestations pro-élection. Est-ce que vous pensez qu'on est face à un bras de fer où le peuple aura son dernier mot? Écoutez, pour vous dire la vérité, moi je suis un petit peu inquiet. Je suis un petit peu inquiet parce que je connais la nature du régime. C'est un régime despotique d'une part, un régime militaire, un régime qui a fini par devenir de plus en plus extrêmement mafieux, avec les règles justement des groupes mafieux connus dans le monde. Et c'est un régime qui a déjà utilisé la violence. Il est né dans la violence. Il faut se rappeler que ce que cherche aujourd'hui l'état-major de l'armée, le commandement militaire, et il recherche à reproduire les mêmes scénarios que nous avons connus depuis 1962.
Il faut se rappeler que le peuple algérien, qui a manifesté par millions dans les rues... Quand vous dites, je m'excuse, je vous coupe la parole, quand vous dites les mêmes scénarios, est-ce que vous voulez dire cette élection donc, qui est prévue le 12 décembre? Oui, tout à fait. Je voulais en venir là, justement, parce qu'on ne peut rien comprendre sans des références historiques à minima. Il faut se rappeler qu'il y avait une assemblée constituante en 1962, il y avait un GPRA légitime et on devait mettre en place des institutions démocratiques. Or, Ben Bella Boumedienne l'ont voulu autrement et ils ont balayé complètement le GPRA, arrêté les travaux de l'Assemblée constituante et ils ont imposé une constitution qui a été rédigée dans un cinéma. On a vu après le coup d'État de 1965, on a vu comment l'armée, la police, enfin les services ont réagi contre le mouvement de 80 en Kabylie. On a vu en 1988 comment il y a eu quand même des centaines de victimes. L'armée n'a pas hésité à tirer sur la foule pour garder la main. Et on a vu évidemment l'interruption du processus électoral de 92 avec les violences qui ont suivi. Et on assiste aujourd'hui justement à une reproduction du scénario, comme dirait le grand psychiatre américain Eric Berne, c'est-à-dire que quand on n'a pas résolu de façon sage, de façon concertée, etc., un problème, ce problème-là, malheureusement, il finit par se reproduire. Et là, on va tout droit vers une reproduction du scénario le 12 décembre. C'est-à-dire que le commandement militaire, s'il n'est pas stoppé dans son élan par des officiers conscients des enjeux à la fois internes et externes, eh bien, malheureusement, ils sont prêts à en découdre avec le peuple. On a vu que c'est des millions d'Algériens qui se mobilisent pour un processus démocratique, pour un État de droit, pour un État pluraliste, dans tous les sens du terme, confessionnel, linguistique, culturel, économique, etc., etc. On a vu les verrous successifs. On voit comment on avance. Aujourd'hui, vous avez, Nassar, vous avez parlé il y a un instant des 5 candidats. On sait très bien que ces 5 candidats, ce sont des candidats du système, qui plus est étaient dans le système Bouteflika, auquel appartenait le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Donc on voit qu'en fait, on a éliminé un certain nombre d'éléments de ce système Bouteflika, mais ce système reste ancré dans le champ politique officiel. On voit comment des journalistes sont bâillonnés, on voit comment des militants sont réprimés, emprisonnés, condamnés. On voit comment des figures emblématiques comme Bourga, comme Tabou, comme le général Ben Hadid, etc., sont mis dans le cachot, alors que, précisément, si on voulait véritablement sortir l'Algérie de l'impasse avec des élections, eh bien, tout ce monde-là devrait participer, et participer dans des conditions, évidemment, où il y a égalité des chances. Aujourd'hui, entre l'opposition diverse, qu'elle soit islamiste, qu'elle soit démocrate, qu'elle soit conservatrice, etc., et puis le camp mafieux militaro-FLN, eh bien, c'est quand même le pot de fer contre le pot de terre. Bon, sauf que, vous l'avez très bien décrit dans votre éditorial dont je vous félicite, sauf que il y a un camp de l'opposition avec qui le peuple est en marche, et c'est des millions d'Algériens. Et puis il y a ce simulacre de manifestation officielle, mais qui ne mérite même pas le mot d'officialisation, et qui me rappelle, vous savez Nassar, qui me rappelle 1980. Ce qui s'est passé en Kabylie, eh ben, il y a eu des centaines de milliers de manifestants partout, et particulièrement à Tizi Ouzou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une poignée de gens ramenés par des bus, ramenés des autres régions, et qui ont fait semblant de brandir des banderoles pro-Chadli.
au moment où toute la Kabylie était déversée pour manifester sa colère contre le régime despotique en place. Un point très important, Hassan, vous avez parlé d'officiers, si on peut dire, qui peuvent interférer dans cette logique de l'état-major et son chef. Est-ce que vous pensez que le peuple qui l'a fait très fortement le 18 avril, qui l'a fait aussi le 4 juillet, il a annulé 2 élections présidentielles, est-ce que vous pensez que ce n'est pas lui qui est la vraie force de changement en ce moment? Bien évidemment, c'est le peuple algérien qui aura son dernier mot. Moi, j'en suis absolument convaincu. Ce que je suis en train de dire, c'est que je reste quand même un peu inquiet parce que nous n'avons pas affaire à des responsables véritablement conscients des enjeux. Et ça, c'est problématique. Très bien. Je veux juste... Amina, Hassan Hiresh dit je reste un peu inquiet. Est-ce que vous pensez qu'on est dans l'inquiétude par rapport à ce qui va se passer dans les semaines à venir? On sait très bien que ce régime, bien sûr, il est dans sa logique, mais aussi beaucoup d'observateurs expriment cette crainte d'affrontement, parce que le peuple le dit clairement que il ne va jamais faire marche arrière et que c'est parti depuis le 22 février, l'Algérie ne sera plus la même. Mais écoutons les slogans. Il y a un nouveau slogan qui est apparu le dernier vendredi qui dit « Les années 90 ne se répéteront pas ». Et on a beaucoup commenté le Hirak, le mouvement populaire, en disant il est très mature politiquement. C'est parce qu'il est transgénérationnel. Là, quand on parle de l'histoire et sa continuité avec ce qui se passe aujourd'hui n'est pas en rupture avec notre passé, mais bien, une construction qui s'est faite sur toutes les luttes passées pour la liberté. Et cette transgénérationnalité, ça veut dire que la mémoire, elle est en nous, on la porte. Que l'espoir usurpé de la génération de nos grands-parents qui ont vu l'indépendance, de nos parents dans les années 90 qui ont vécu un espoir avorté, la génération qui a vécu 2001 et qui a vu la vraie figure du système. Et aujourd'hui, on a appris de ces leçons-là. Et le Hirak, tous ceux qui se mobilisent sont résolument pacifiques et ne sont pas dupes des manœuvres du régime. Et ça, il faut absolument insister dessus. Je pense que si pendant 9 mois, les Algériens se sont livrés à une révolution déterminée, pacifique, pas de marche arrière, c'est pas pour voir leur révolution accoucher d'un Tebboune, d'un Mihobi ou d'un Benflis. Il suffit vraiment de voir l'offre politique que nous propose ce régime pour se rendre compte en fait, il n'a rien à nous proposer. Que les mascarades qu'il peut nous livrer pour nous faire croire qu'il est porteur de changements, qu'il pourrait potentiellement se réformer, ne sont que illusions qui ne dupent personne. Et les Algériens l'ont très bien compris. Nous l'avons compris et le jusqu'au boutisme, c'est le régime. Les Algériens, on sait qu'on est légitime. On sait que la souveraineté appartient au peuple. On sait ce que c'est la cité. On sait quels sont nos droits. Et on ne veut plus de cette tutelle militaro-politique, mafieuse dont on est en train de parler. Et aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est qu'on s'est rendu compte, après la foison des feuilles de route de la société civile, de la classe politique, des premières manifestations, on avait l'impression, on avait pris le système au dépourvu et il était en train de prendre son temps pour se réaménager. On pensait peut-être que ça allait se faire rapidement. Là, on se rend compte que la réponse, c'est l'entêtement, c'est la répression, c'est le jusqu'au boutisme. Et on rentre dans une autre phase. Là, c'est tenir pacifiquement. Et je pense que l'échec des élections présidentielles sera le coup de trop, sera l'humiliation qui va faire que le régime peut-être ouvrira une brèche et il sera forcé de négocier son départ.
Très bien. Hassan Hirsch, Amina parle de l'échec des présidentielles qui est prévu donc le 12 décembre. La campagne électorale, normalement, elle commencera le 17 novembre. Est-ce que vous pensez que les Algériens pourront laisser donc cette farce et pourront laisser les soi-disant candidats faire leur campagne? Non, de toute façon, en réalité, il n'y a pas de campagne. C'est-à-dire que l'état-major sait déjà qui est président pour eux. Pour les membres de l'état-major, parmi les 5, ils ont déjà désigné quelqu'un. Donc la campagne, ils vont faire semblant. Évidemment, toutes les sorties de ces pseudo-candidats vont être perturbées pacifiquement, comme nous l'avons vu déjà. On a vu comment Benflis a été hué et chassé pacifiquement. Je le maintiens. Déjà, je crois, à Biskra, c'est ça? C'était à Biskra. On a vu comment deux ministres, là, à Tizi Ouzou, aujourd'hui, ont été aussi hués lors de leur visite. On a vu comment des walis aussi ont été conspués à chaque fois qu'il a sorti. Donc, il est évident que l'état-major, que les candidats savent très bien qu'ils ne feront pas ce qu'ils considèrent comme étant une campagne. Parce que comment voulez-vous faire une campagne quand on sait qu'il y a 5 candidats du régime et que parmi les 5, il y a un qui est déjà désigné et que les autres, évidemment, ont un certain nombre d'avantages qui leur sont accordés. Mais moi, Nassar, si vous permettez, je suis convaincu qu'il n'y a malheureusement pas que les enjeux nationaux. Je suis convaincu qu'il y a aussi des enjeux internationaux. Que l'Arabie saoudite, qui a mis en difficulté le Yémen, l'Iran, le Qatar, Bahreïn, la Libye, l'Égypte, le Soudan, je pense que ça lui fait peur que l'Algérie devienne un pays démocratique et que l'Arabie, qui a une diplomatie du chèque, fait pression sur les pays occidentaux, particulièrement la France et les États-Unis. Très bien, c'était ma question. Est-ce qu'il n'y avait que l'Arabie saoudite? Parce que aussi les Algériens sentent qu'il y a discrimination quand il s'agit de soutien de leur révolution. On parle des révolutions qui se passent à des milliers de kilomètres, alors qu'on a vu les médias français faire un blackout sur ce qui se passe en Algérie. Ils sont prêts à faire toutes les concessions à l'Arabie saoudite. On a vu comment Donald Trump s'est attaqué au petit Qatar, qu'il a traité de tous les noms, comme étant c'est le producteur du terrorisme, etc., c'est le financier, c'est celui qui arme, etc., alors que chacun sait que le foyer véritable du terrorisme, c'est l'Arabie saoudite. On l'a vu en Afghanistan, on a vu ce qui s'est passé avec les deux tours à New York, on l'a vu dans le Sahel, on l'a vu en Algérie pendant la décennie noire, etc. Et donc ce pays-là, qui est en train de mener une diplomatie du chéquier pour pouvoir justement endiguer toutes les révolutions dans l'ère géographique que cette Arabie considère comme étant la sienne, eh bien, malheureusement, on assiste à l'obéissance, à cette injonction de la part notamment de la France et des États-Unis. On voit comment c'est le silence absolu quant à ce qui se passe alors que des millions de manifestants sont dans la rue. Et en revanche, on voit très bien comment ils s'opposent au régime au Venezuela, parce que précisément c'est un pays qui n'est pas dans la configuration dont je parlais il y a un instant. Il n'y a pas une grande influence sur le Moyen-Orient, il n'y a pas un effet de domino au cas où il y a une démocratisation de ce pays. Par contre, l'Algérie gêne dans ce sens-là. Ça peut irradier complètement l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, mais aussi une grande partie du Moyen-Orient. Et ça, malheureusement, ça fait peur aux despotes. Et ils sont en train d'utiliser, en fait, la même politique. Je parle du commandement militaire, c'est-à-dire de résistance, comme l'a fait Bachar al-Assad, qui a résisté contre
le soulèvement de son peuple au lieu de l'écouter et qui a abouti à la destruction de son pays. Et j'ai peur, c'est pour ça que je crains vraiment les semaines à venir, parce que nous avons affaire à des gens qui sont intervenus déjà militairement dans notre pays, l'état-major de l'armée depuis 1962 à ce jour, et nous avons affaire à des gens, à des personnes, à des militaires qui malheureusement sont totalement sourdes aux appels répétés du peuple algérien qui veut un changement total, radical, qui veut éradiquer les institutions héritées du colonialisme français et passer à une nouvelle république qui respire la démocratie, qui donne de l'espoir à ses enfants et qui permettent effectivement de rayonner à travers le monde et qui permettent enfin aussi d'aboutir à une économie prospère. Très bien. Très bien. Mais les Algériens, des droits des Algériens. Très bien. Les Algériens restent mobilisés aussi à l'étranger. On l'a vu ici en France, on l'a vu un peu partout dans le monde, à Londres, au Canada et tout ça. Je pense qu'on a une petite vidéo par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. On essaiera de voir cette vidéo et on reviendra. في البوت برايس والأزمة كبيرة في البوطي جايز غوانتاناميرا طالبين القصاص والحالة خطيرة عباد في الرزاق نجت في السيرة المية ما توليش العميرة والحديد قياس بالقرعة الكبيرة Donc ça, c'était à Paris. Bien sûr, il y a des manifestations aussi à Montréal, à Londres, un peu partout dans le monde. Les Algériens restent mobilisés. Amine. Je voudrais dire un mot là-dessus avant de donner la parole à Amine, très rapide. Je rappelle qu'en 1980, ce qui s'est passé en Kabylie, en 1985 avec la Ligue algérienne des droits de l'homme et en 1988, c'était la mobilisation de l'immigration qui a empêché justement le pouvoir politique, le pouvoir militaire au FLN d'aller au massacre et d'aller jusqu'au bout de sa logique mortifère. Donc l'importance de cette vidéo, Hassan, nous mobiliser très ici bien. dans l'immigration parce que nous devons être auprès de notre peuple qui est sur place et qui subit la répression, une répression de plus en plus massive. Donc restons vigilants, restons mobilisés et dans toutes les capitales où il y a une diaspora algérienne. Très bien. Amina, par rapport donc à la mobilisation des Algériens de l'étranger, Hassan, bien sûr, parlait de géopolitique. Bien sûr, il faut prendre en considération ce qui se passe dans le monde, les puissances qui agissent aussi sur d'autres pays, mais aussi la puissance de ce peuple et sa force depuis le 22 février. Il l'a montré, il a démontré au monde entier qu'il était déterminé avec sa silmiya, avec son pacifisme, à changer ce système. On a parlé du fait que sa force à ce mouvement pacifique, c'était sa détermination, sa longévité dans la durée, mais aussi il faut parler de sa transnationalité. Les Algériens, partout où ils sont dans le monde, ils sont en train de prendre part au Hirak, au mouvement populaire. On l'a vu le 1er novembre, Amine. Surtout à des dates symboliques. C'était historique. Exactement. Et les puissances, si on peut dire, les puissances occidentales ne peuvent pas ignorer donc, ces appels des Algériens de l'étranger. Les Algériens de l'étranger, c'est des citoyens à part entière qui sont en train de prendre leurs responsabilités, de s'activer, de prendre leur part dans ce mouvement populaire,
avec les moyens et les ressources qui leur sont à disposition. Il se trouve que nos concitoyens sur le territoire national ne peuvent pas, dans les conditions qui leur sont offertes, de faire transmettre tout le temps leur message quand on muselle l'information, quand on réprime. Alors c'est à nous de prendre le relais quand on a tous les moyens à disposition pour faire porter ces revendications là où nous sommes. Et je pense que ce rôle-là, on l'a joué dans l'histoire, on l'a joué dans la guerre d'indépendance, on le joue encore aujourd'hui. Très bien. Je pense qu'on aura notre confrère Chaban Kassi. Hier, il y avait un soutien, un rassemblement au soutien par rapport à cette révolution en Algérie. Je pense qu'on a des interventions d'hommes politiques français, aussi des personnalités françaises. Et on essaiera de voir ça. Hassan. Amina a parlé de censure, on a vu dernièrement, donc le régime utilise toutes les méthodes. On a vu donc la censure de notre chaîne, El Magharibiya, sur Eutelsat, mais aussi dernièrement donc, l'émission sur la chaîne 3 qui a été arrêtée. On voit très bien que le régime est dans sa logique. Vous avez parlé qu'il n'a pas changé depuis 1962. Non, il est en train de resserrer les taux sur tout ce qui peut aller à l'encontre de son projet. Encore une fois, un projet mortifère, un projet d'élection factice. Et donc, il a procédé, effectivement, par des arrestations, des bâillonnements de toutes sortes. Et effectivement, maintenant, il s'attaque à des journalistes. Il a commencé par la chaîne Al Maghribiya, parce qu'elle est le miroir de la révolution en cours, puisque c'est une chaîne qui donne chaque jour la parole non seulement aux personnes qui sont vraiment sur le terrain, aux manifestants, mais aussi à tous les courants politiques de l'Algérie d'aujourd'hui, de conservateurs aux plus démocrates. Et j'attire l'attention des uns et des autres pour qu'on fasse très attention à ce qu'il n'y ait pas de provocation, à ce qu'on reste véritablement respectueux de nos courants, des courants politiques divers, parce que ce qu'a subi par exemple Saïd Saadi à Marseille par deux nervis qui ont mal de visibilité, ça a été interprété comme étant, ça y est, c'est les démocrates contre les islamistes, etc. Donc il faut qu'on fasse très attention à ça. Aussi bien les islamistes modérés qui sont là pour le changement, etc., que les démocrates, on veut un changement radical qui respecte tous les courants politiques et qui permettent après... Très bien. Je pense que Hassan, les Algériens l'ont démontré pendant 9 mois. Pendant 9 mois avec leur slogan qui était inclusif de tous les Algériens. Absolument. Il faut qu'on fasse seulement attention aux provocations, parce qu'on a vu comment le pouvoir a provoqué avec le drapeau amazigh, comment il a provoqué avec des jeunes femmes qui ont été arrêtés en pleine manifestation et portés dans un commissariat, qui ont été dénudés, etc. On a vu plusieurs provocations. Et donc jusque-là, effectivement, je suis content de vous l'entendre dire, Nassar, que le peuple algérien est conscient justement des enjeux véritables, qu'il a pris note justement qu'il s'agit bien de provocations pour essayer de perturber, parce que le pouvoir en place, parce qu'un pouvoir despotique, parce qu'un pouvoir militaro-mafieux, il ne sait gérer qu'une seule chose, le chaos. Et donc il tente de créer le chaos pour pouvoir mieux le gérer. Et donc je suis effectivement fier du peuple algérien qui continue sa lutte pacifique et qui est un exemple dans le monde entier. On sait ce qui se passe en Irak, on sait ce qui se passe au Chili, on sait ce qui se passe en Guinée-Bissau, on sait ce qui se passe un peu partout dans le monde où aujourd'hui le peuple algérien est évoqué comme un exemple. C'est aussi le cas à Hong Kong, en Chine. Donc, continuons cette lutte et continuons cette union des forces
politique de l'opposition. Et quand je dis opposition, évidemment, tout ce qui s'inscrivent en dehors de ce processus mortifère de pseudo-élection du 12 décembre. Très bien. Amina, on a vu donc la censure de cette émission sur chaîne 3 et bien sûr RSF dénonce la suspension abusive d'une émission, de cette émission politique sur la chaîne 3. Beaucoup de journalistes étaient donc solidaires par rapport donc à la journaliste. Comment vous voyez donc ces abus et ces dépassements de censure? Moi, je pense qu'on est dans un contexte liberticide et il y a une escalade dans la violence, dans la censure, dans la désinformation. Et effectivement, l'étau se resserre sur le monde médiatique. Il faut prendre conscience que c'est la liberté d'informer, la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont des libertés fondamentales. Et quand cet état répressif intensifie sa répression, son muselage du champ médiatique qui est déjà à la base étouffé par des problématiques financières, même avant le Hirak, dont le travail est entravé bien avant le Hirak. Là, on assiste à une aggravation. Il y a le Magharibiya, il y a ici TSA et Interligne, les médias en ligne, il y a l'Arabi aussi, qui a été forcé de cesser ses activités en Algérie. Et maintenant, l'émission actuelle, nous, Mouvement Iptikar, on condamne ces violations des droits fondamentaux et on condamne aussi cette campagne parallèle de diabolisation. C'est-à-dire qu'on va à la fois fermer les canaux d'information, d'expression plurielle, d'expression qui met en avant ce qui se passe véritablement dans les rues, les manifestations, le mouvement populaire. Vraiment, on va verrouiller ce champ-là et on ne laisse entrevoir que de la diabolisation, que de la désinformation. Et ça, c'est condamnable. Et on a été signataire de la tribune. On est plusieurs membres du mouvement Iptikar à signer cette tribune qui condamne la censure, la suspension de l'émission actuelle. Et on a aussi écrit aussi des communiqués qui vont dans ce sens-là. Et je pense qu'il faut des actions très très concrètes pour libérer le champ médiatique. Et je pense que le régime, en faisant ça, il commet une erreur grave. Très bien, c'est ça ma question. Pourquoi le régime donc, agit de cette façon? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce que le régime vit une panique et qu'il sait très bien si il n'y aura pas ces élections, c'est peut-être sa fin? C'est exactement ça. Je pense que la violence est un aveu de faiblesse. C'est l'argument du plus faible. Je pense que la peur, elle a changé de camp aujourd'hui. Ce n'est pas le citoyen qui a peur de sortir, de s'exprimer. C'est le régime qui a peur que cette voix résonne ailleurs, notamment sur la scène internationale où il peine à se donner une certaine crédibilité. On l'a vu à Sochi, on a vu un Ben Saleh qui rendait presque des comptes, qui disait d'ailleurs, nous avons à Poutine, et d'ailleurs il le disait de son propre aveu, nous avons comment il a dit, kharita. Nous avons un plan et on arrive à sa fin. Et pour eux, leur plan finit le 12 décembre. Et ils font tout pour que cela aboutisse, que ce forcing aboutisse, y compris en tentant d'orienter l'opinion publique. Or, ils oublient quelque chose. Ça fait très longtemps que les gens ils ont arrêté de regarder le NTV. Aujourd'hui, tout le monde s'informe en temps réel sur les réseaux sociaux. Tout le monde a son smartphone. Et les citoyens sont eux-mêmes producteurs d'informations. Et d'ailleurs, la guerre de désinformation, de censure se passe aussi en ligne sur le numérique. On l'a vu avec des attaques, des faux profils, Doubab électronique, les mouches électroniques. Ils poursuivent jusqu'à là où on passe notre temps pour nous informer véritablement. Très bien. Hassan, on a vu dernièrement ce mouvement de magistrats. Beaucoup d'Algériens pensaient que donc, les magistrats se sont ralliés à ce mouvement extraordinaire, à cette révolution. Mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé après. Demain, donc, il y aura beaucoup de militants qui seront
jugés injustement parce qu'ils ont porté des drapeaux, parce qu'ils ont dit des expressions. Comment vous voyez donc ces jugements par rapport à ces militants? Il faut dire déjà au préalable que la justice algérienne n'est pas une justice libre. Elle est dépendante de l'exécutif. On sait très bien que les juges... Hassan, je vais vous donner la parole. Je m'excuse, je vous ai coupé. On va juste voir une petite vidéo. Oui. C'est un graphique. Et puis Et en même temps, Zoubida Assoul est arrivé. Donc on essaie de voir Assoul. ce graphique et on reviendra. Donc cette vidéo qui parle un peu de ce mouvement des magistrats. Zoubida Assoul est arrivée, on est très content, on l'a laissé s'installer. Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs de Al-Magharibiya. Merci beaucoup. L'enfer des bouchons. Absolument. Donc, aussi, on a le plaisir d'accueillir notre confrère Chaban Kassi qui est avec nous, qui fera un peu le point sur ce qui s'est passé hier. Donc, ce rassemblement, il y avait un soutien de rassemblement par rapport à la révolution en Algérie. Il a des témoignages de personnalités politiques françaises. Chaban Kassi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Nasser, bonsoir aux invités et bonsoir aux téléspectateurs. Donc, vous avez quelques témoignages, Chaban, par rapport à ce qui s'est passé hier. Effectivement, alors hier c'est une grande première, une grande journée. Alors je sais qu'il y a des meetings, il y a des rassemblements, nos invités sont bien placés pour le savoir. Grand rassemblement de solidarité internationale, on va en parler dans le détail avec le peuple algérien, Bourse du Travail, Paris, 13h, 17h, et ça a continué jusqu'à 19h, tout simplement pour dénoncer toujours malheureusement cette répression, ces kidnappings, ces arrestations arbitraires, une salle pleine. On a quelques images que vous allez apercevoir à l'antenne, notamment lors de l'allocution et de l'intervention d'Olivier Besancenot, qu'on écoutera dans le détail tout à l'heure. En tout cas, avec cette journée, ce qu'on peut retenir, c'est que le pouvoir algérien actuel en place a du mouron à se faire, puisque plus le temps passe et plus la mobilisation est forte, de par la population, notamment le vendredi, le mardi, le jeudi soir, le dimanche à Paris.
Mais aussi un détail après la journée d'hier, c'est que la communauté internationale, si je puis me permettre, se réveille. Et ça a été très fort. On a des chiffres assez importants. On a près de 80 personnalités qui se sont donné rendez-vous. On a des personnalités politiques qui ont échangé. On a des partis politiques. Europe Écologie Les Verts était présent hier. La France Insoumise, bien évidemment, avec Mathilde Panot, qui est une des seules députées à se mobiliser. Le nouveau parti anticapitaliste et le Parti communiste français qui, lui, a organisé jeudi dernier une soirée. Donc les politiques français commencent à se mobiliser. Bien évidemment, la gauche, l'extrême gauche était présente. Très peu, pour être clair, pas du tout de droite. Ce que je vous propose aux téléspectateurs, c'est que nous allons écouter maintenant Pierre Audin, que vous avez rencontré, Nasser, hier. Donc c'est le fils de Maurice Audin, ce militant des droits de l'homme, très apprécié par les Algériens, qui aimait l'Algérie aussi et qui est décédé, je vous le rappelle, le 21 juin 1957. Je suis assez content de voir ce qui se passe pour le peuple algérien parce que ça fait une petite dizaine d'années que je vais en Algérie pour des actions de diffusion de la culture scientifique, disons, pour aller vite, en particulier mathématiques. Et j'ai affaire à des jeunes Algériens qui sont extraordinaires, qui sont passionnés, qui veulent construire leur pays et qui aussi ne veulent pas être écrasés sur le bord de la route, mais veulent aussi en tirer aussi quelques avantages quand même. Et je crois que moi, quand je vois le Irak actuellement, j'ai l'impression de voir ces jeunes et je trouve qu'ils sont formidables et qu'ils méritent la solidarité et le respect. Oui, je pense que d'ailleurs les jeunes, en particulier les étudiants, se réfèrent bien à la paternité, disons, des Chouhada, tout ça, des Moudjahidines de l'époque de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance. Donc je pense qu'il y a une continuité, effectivement. L'Algérie pour laquelle se battait mon père, c'était une Algérie qui était, indépendante, mais démocratique, pluraliste, multiculturelle. Et c'est cette Algérie-là que je vois qui n'a pas été mise en place et que le peuple essaye de mettre en place maintenant. Il y a un moment quand même où il va falloir qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas s'accrocher indéfiniment et que les Algériens ont autre chose à faire que de manifester 38 vendredis de suite et 38 mardis de suite, bientôt. Qu'ils ont un pays à construire, que ces gens-là l'ont pillé et qu'il faut qu'ils construisent le pays. Pas en passant leur temps dans la rue, mais en retroussant les manches et en se mettant au travail. Donc il serait temps effectivement que le pouvoir laisse la place. C'est quelque chose d'assez original ce qui est en train de se passer en Algérie. Donc il ne faudrait pas que ça puisse faire tache d'huile pour les autres pays. Et les dirigeants sont très inquiets, bien sûr. C'est normal qu'ils ne manifestent pas d'intérêt particulier, que les médias ne s'intéressent pas davantage à la chose. Bon, ils préfèrent éventuellement montrer des choses comme à Hong Kong qui sont très violentes, plutôt que ce qui se passe, la révolution du sourire, ça les énerve quand même. Et comment expliquer ça? C'est normal, ils sont solidaires entre eux, ils ne sont pas solidaires avec le peuple. Voilà, solidaires entre eux et pas avec le peuple. Vous pouvez réagir bien évidemment. Alors le paradoxe de l'État français, bien évidemment, il est encore présent puisque c'est assez contradictoire. Il faut rappeler qu'avant son élection, Emmanuel Macron parle de crimes contre l'humanité quand il fait référence à la guerre d'Algérie. En septembre 2018, il envoie donc une lettre, à l'époque elle était encore en vie, paix à son âme, donc à la femme de Maurice Audin, où il dit au nom de la République française que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qu'il avait arrêtés à son domicile. Donc là, il reconnaissait la responsabilité de l'État français lors de ce 21 juin 1957. Sauf que depuis maintenant le 12 mars, le premier tweet, on l'a vu à l'antenne il y a quelques jours sur notre chaîne, c'est exactement le même qu'il a donc évoqué lors du 1er novembre, c'est-à-dire un tweet assez plat, assez clair en disant « Bonne fête nationale ». Alors est-ce que c'est une fête nationale? C'est tout de même le début de la guerre d'Algérie. Bon, ça c'est un avis un peu personnel, mais voilà. Donc en tout cas, il ne s'est pas trop mouillé dans ces mots. En tout cas, nos invités hier, les invités qui étaient présents, revenaient beaucoup sur l'État français qui reste dans le silence. Maintenant, nous allons écouter ensemble donc, Noël Mamère, qui a été journaliste, il parle notamment des médias, qui est un homme politique, qui a été conseiller régional, qui a été maire de Bègles, entre autres, et député européen.
Et pour commencer cette interview, c'est Olivier Besancenot qui a répondu à nos questions. Je ne dirais pas que l'État français est absent. Malheureusement, son silence est une forme de complicité avec la répression, parce que tant qu'on n'aura pas, du côté des gouvernements français, une condamnation ferme de la répression qui s'abat aujourd'hui sur le peuple algérien, qui mène son soulèvement et sa révolution, ça signifiera de fait une complicité. Voilà, donc on sait malheureusement qu'il y a des intérêts politiques et économiques qui lient les différents États entre eux. Et entre l'État français et l'État algérien, malheureusement, j'allais dire, l'indépendance réelle n'a jamais été au rendez-vous. Et puis en plus, de toute façon, il y a une histoire en France, dans la classe politique française, qui est mal digérée, qui est celle en réalité de l'indépendance algérienne. S'il y a un racisme aujourd'hui extrêmement fort en France, elle est aussi directement imbriquée à l'histoire coloniale de l'État français. C'est un espèce de tabou qui fait office de chape de plomb sur la classe politique, et je crois que c'est ça qui explique en grande partie aussi cette espèce d'omerta ou de condamnation de la répression à géométrie variable. On a beaucoup de responsables politiques en France qui vont s'émouvoir, à juste titre d'ailleurs, de la répression au Chili, de la répression à Hong Kong. Et puis bizarrement, sur l'Algérie, il n'y a plus personne. Oui, je parlerai d'une oligarchie, d'une dictature, de tous les mots d'oiseaux qui sont chantés dans la rue. Je définirais le pouvoir algérien comme les mots d'oiseaux les définissent dans la rue aujourd'hui. Voilà. Mais par ailleurs, ce n'est pas à moi de définir les lignes et les orientations politiques de ce qui se passe là-bas. Et je crois que les Algériens, les Algériennes, ils sont suffisamment grands pour savoir ce qu'il faut faire, comment qualifier leur propre pouvoir. Et ils l'ont bien prouvé, d'ailleurs. Et en tous les cas, nous, on est solidaires de tous ceux et toutes celles qui veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'avènement d'une Algérie égalitaire, d'une Algérie démocratique. J'ai suivi ça, et j'allais dire que malheureusement, ça m'étonne qu'à moitié. Voilà, c'est-à-dire que la bataille pour l'information, mais là, pour le coup, c'est pas le propre qu'à l'Algérie. Ça fait partie de la bataille démocratique. Voilà. Mais je crois que tous ceux qui s'enferment dans la volonté de penser qu'en 2019, on peut faire passer les choses dans le silence absolu, je crois que ça ne marche plus. Mais que nous tous, citoyens engagés, nous soyons à vos côtés, parce que le combat que mène le peuple algérien, c'est un combat courageux, exemplaire. Et on voit bien que cette mobilisation qui dure depuis des semaines et des semaines finira par l'emporter. Enfin, la réalité, c'est que le peuple algérien, il est en train de gagner sa liberté au prix d'emprisonnement, de répression. On a apparemment un petit souci de son. Oui, un petit souci. C'est à vous, Chab. Enfin, en tout cas, on a écouté l'essentiel. Hein. Vous avez vu Olivier Besancenot qui, lui, ne parle pas d'absence, mais de silence. Et plus on avance, là, pareillement, avec cette journée d'hier, les gens s'expriment et reconnaissent clairement que l'État français, mais pas que l'État français, hein, puisqu'on se rend compte que la communauté occidentale, aussi bien l'Angleterre que l'Allemagne, alors Angela Merkel s'est rendue en Algérie il n'y a pas longtemps, mais actuellement, elle ne s'exprime pas du tout. Donc, il ne parle pas d'un État absent, mais d'un État silencieux. Et puis, quant à Noël Mamère, vous l'avez vu, lui, il parle d'un peuple algérien qui est en train de gagner sa liberté coûte que coûte. Alors en tout cas, plus on avance, ce qui est sûr, c'est quand on voit qu'Emmanuel Macron est né en décembre 1977, qu'il n'était pas encore né en 1962, et ce qu'on peut comprendre, c'est que de génération en génération politique en France, d'élection en élection, on se rend compte que les chefs d'État, à l'insu peut-être de leur plein gré, ils sont pris au piège de ce passé. Même quand on est président de la République, on peut ne rien dire et on ne peut rien faire, puisqu'il a quand même les pleins pouvoirs de l'État, et malheureusement, même si c'est une période très très éloignée pour lui, il ne s'exprime pas aujourd'hui. Vous pensez que le passé reste un blocage pour les deux pays? En tout cas, c'est ce qu'on ressent après tous les invités qu'on a reçus ici ou encore à l'extérieur. C'est quelque chose de très tabou, de très complexe, de très sensible. D'abord pour des intérêts économiques, des intérêts politiques, hein, on le sait très bien. Et la crainte, enfin c'est ce que disent beaucoup de spécialistes, et puis vous aussi vous faites ce constat, c'est que le jour où l'Algérie change, et c'est ce qui va se passer de toute manière dans les semaines et dans les mois à venir, c'est que l'Occident a du mouron à se faire, puisqu'elle va perdre beaucoup d'intérêt. Et on sait très bien qu'il y a une réelle mainmise sur l'Algérie. Et puis la France, on le sait très bien, quand on entend Benjamin Stora ou quand on entend des personnalités politiques, elle a du mal à digérer tout de même cette indépendance. Très bien.
Alors, juste pour terminer, Nasser, 2 points. Tout de même, il y a un rassemblement demain, il y a un appel en Algérie. C'est le Comité national pour la libération des détenus. Il y a 42 détenus qui seront donc jugés demain. Et donc, c'est à 8 h précisément. Et c'est au tribunal de Sidi Mohamed à Alger à partir de 9 h. Donc, si vous avez la possibilité de faire un sit-in, allez soutenir ces détenus. C'est donc un appel du Comité national pour la libération des détenus. Pour terminer, on va avoir un petit message. C'est un jeune manifestant que j'ai rencontré. Il voulait absolument dire 2 mots au micro d'El Maghribiya. Et vous allez voir que ce candidat, il a beaucoup d'espoir et un petit brin de guerrier en lui. Bonjour mes frères, on va gagner maintenant, on est des bonhommes. Voilà, merci, je voulais terminer là-dessus, je crois que ça résume tout. On va gagner maintenant, on est des bonhommes. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci Chaban, merci Chaban Kassi qui était avec nous, journaliste. Zoubida Assoul, bienvenue encore une fois. Plaisir de vous voir sur le plateau d'Al Maghribiya. Zoubida Assoul, quand notre confrère Chaban Kassi a parlé de je dirais 32 militants qui seront jugés, 42. Donc 42, mais on me dit à l'oreillette que c'était 32. Jugés, qui seront jugés donc demain. En tant qu'avocate, en tant que militante des droits de l'homme, en tant qu'aussi que chef de parti, comment vous voyez donc ces jugements? Bonsoir Nasser, bonsoir encore les amis qui sont sur le plateau. Merci de m'avoir invité, même si j'ai raté une bonne partie de votre émission. Grand plaisir de vous avoir. Voilà. Écoutez, d'abord, moi, je fais partie du collectif des avocats qui nous sommes constitués pour défendre les jeunes qui ont été incarcérés pour des chefs d'inculpation tout à fait vraiment fallacieux et qui ne répondent à aucune norme judiciaire dans le code pénal, en tout cas algérien. Je suis vraiment désolée que leur procès soit effectivement, disons, décalé comme ça, de cette façon, mais aussi que ça se passe demain, parce que moi je suis encore là, j'ai pris des engagements, donc je ne serai pas parmi le collectif qui va assurer la défense de ces jeunes, mais il y a suffisamment d'avocats qui sont engagés pour les défendre. Ma connaissance justement des dossiers qui sont devant la justice depuis plusieurs mois, parce qu'il faut rappeler que quand même ces jeunes, dont le procès se tiendra demain, ils sont en détention provisoire depuis maintenant plus de 4 mois. Ces jeunes-là, quand on regarde le contenu des dossiers, vraiment il n'y a aucune infraction dans le sens, disons, pénal du terme ou dans le sens juridique du terme, puisque les chefs d'inculpation sont tout à fait des chefs d'inculpation beaucoup plus d'ordre politique que d'ordre judiciaire. Quand on met en prison une jeune étudiante qui n'était même pas, d'ailleurs Yasmina, qui n'était même pas ni dans les manifestations, mais qui se trouvait un jour de mardi au centre d'Alger avec ses copines et que les policiers s'adressent à elle pour lui dire « vous étiez en train de filmer ». Elle avait juste reçu un pancarte qu'un jeune lui a remis et elle a eu peur parce qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir affaire à la police. Et donc elle essayait de donner sa carte d'étudiante pour dire que je suis étudiante, je n'ai rien fait. Et le policier lui tire le pancarte de son sac et elle se retrouve en détention provisoire à El Harrach. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Pourquoi? Parce que d'abord, la constitution algérienne garantit à tous les Algériens le droit de s'exprimer librement, d'avoir des opinions politiques librement, mais aussi de manifester pacifiquement selon l'article 49 de la Constitution. Donc c'est anormal qu'au XXIe siècle, on puisse incarcérer des jeunes tout simplement parce qu'ils sont sortis pacifiquement, même exprimer un point de vue sur la situation qui se passe dans leur pays et qui s'inquiètent pour leur pays et qui aspirent à la démocratie et à l'état de droit. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que demain, les magistrats qui vont juger ces jeunes-là, qu'ils regardent vraiment ce qu'il y a dans les dossiers, qu'ils puissent appliquer uniquement la loi et rien que la loi. C'est ce que nous avons demandé depuis le départ avec les juges d'instruction qui ont été en charge de ces dossiers-là.
mais aussi, si on parle de la justice indépendante, si on parle de la justice qui est, elle, l'arbitre entre les différents pouvoirs et qui ne doit pas céder justement à suivre certaines positions politiques de certains dirigeants politiques qui dirigent le pays pour l'instant, ces magistrats-là, au vu de ce qu'il y a dans les dossiers, au vu de la loi et du code pénal algérien, ne peuvent que proclamer l'acquittement et la relaxe de ces jeunes. Très bien. Vous avez parlé de magistrats, Zoubida Assoul. On a vu donc le mouvement des magistrats récemment. Les Algériens étaient très déçus et sentaient qu'ils étaient trahis par ce mouvement parce que les représentants de ce mouvement parlaient de l'indépendance de la justice, mais on a vu que l'affaire était ailleurs. Comment vous avez donc vécu ce mouvement et comment vous l'avez, vous le voyez, vous l'avez vu récemment? D'abord, il faut signaler que c'est la première fois depuis l'indépendance que les magistrats se mettent à la grève. Non seulement ils font la grève, mais c'est une grève qui a été poursuivie ou suivie à 98% dans l'ensemble des juridictions algériennes, dans toutes les régions du pays, mais en particulier dans la capitale, qui est le centre justement de ces affaires, disons, politiques, politico-judiciaires. C'est un événement majeur dans le fonctionnement de la justice. On ne peut pas l'ignorer. Ça, les gens qui disent, même si le statut de la magistrature, en effet, dans son article 12, interdit aux magistrats d'appeler à la grève ou de faire la grève parce que la magistrature est un service public d'abord, et puis en plus, il traite de la liberté des individus, des biens des personnes, de la continuité du fonctionnement de la justice. Donc c'est un pouvoir dont on a du mal à le voir persévérer dans la grève. Ça, il faut le rappeler. Souvent, les gens croient que la justice, c'est comme un autre secteur de fonctionnement. Non, la justice, mais beaucoup d'Algériens, oui, je sais que vous êtes dans le domaine, mais il y a ce point très particulier. Les Algériens pensent que ces juges sont un outil aussi de répression. Vous avez parlé donc de juges qu'ils doivent consulter ce qu'il y a dans le dossier de ces jeunes militants. Et des fois, il y a des abus. Des fois, il y a des abus. Et pas seulement des fois, beaucoup de cas où il y a des abus de cette justice. Et les Algériens n'arrivent pas à comprendre comment un juge peut prendre parti contre le peuple algérien qui veut se libérer. Vous avez raison. Les citoyens algériens ont le droit de s'inquiéter. Les citoyens algériens ont le droit de s'interroger. Pourquoi les magistrats se mettent à emprisonner des jeunes qui ont manifesté pacifiquement, des jeunes qui avaient l'étendard Amazigh entre les mains, des jeunes qui ont porté des pins qui portaient l'étendard Amazigh, des jeunes qui tout simplement expriment avec leurs mots, mais aussi avec leur espérance, qu'est-ce qu'ils souhaitent voir en Algérie et comment ils souhaitent voir l'Algérie de demain. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne comprennent pas comment les magistrats peuvent incarcérer des jeunes comme ça, mais pas uniquement des jeunes. On a vu l'incarcération de quand même l'Akhdar Bourga'a. L'Akhdar Bourga'a qui est souffrant, lui souhaite prompt rétablissement après sa dernière opération. C'est vrai que ce sont des situations anormales. Pourquoi? Parce que la justice, normalement, est un pouvoir indépendant. Si on regarde la Constitution, il est énoncé clairement que la justice est un pouvoir indépendant. Mais on le sait très bien qu'en Algérie, elle n'est pas indépendante. Ce n'est pas indépendant. Et tant mieux que les magistrats sont sortis. Nous, ça fait des années, Nasser, que nous disons que la justice n'était pas indépendante, que la justice a été utilisée, instrumentalisée par le pouvoir en place, quel que soit le pouvoir du chef de l'instant. Et chaque fois que le chef change, Bouteflika n'étant plus là, il y a un autre chef qui est là et qui use et qui abuse de la justice. C'est ça qui n'est pas normal, bien entendu. Mais avant, nous, on le disait en tant qu'avocat, on le disait en tant que militant, on le disait en tant que politique, on dénonçait et on disait que la justice n'était pas indépendante. Tant mieux que les magistrats eux-mêmes se rendent compte aujourd'hui qu'ils fassent cet aveu public devant
l'ensemble des citoyens algériens et qui réclament l'indépendance de la justice. Et moi, je dis, parce que j'ai été magistrat à une période de ma vie, je peux vous dire qu'il faut essayer aussi, au lieu de condamner les magistrats ou de les juger, essayer de comprendre toute la pression qu'ils subissent de la part du pouvoir en place, mais essayer aussi de les aider pour qu'ils se libèrent justement de cette chape de plomb qu'ils ont sur la tête de la part du pouvoir de l'instant. Indirectement, Zubida Assoul, vous nous demandez aussi de comprendre leurs abus. Et... Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, non. Non, juste jamais, pour je ne pourrais jamais dire ça. Je dis tout simplement parce que j'ai entendu. Je suis une politique, j'écoute beaucoup ce qui se dit autour de moi, à la fois de la part de nos concitoyens, mais aussi des activistes. Il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, oui, les magistrats nous ont trahis parce qu'ils ont arrêté la grève. Non, les magistrats ne pouvaient pas de toutes les manières rester en grève éternellement. Pourquoi ? Parce qu'on l'a bien vécu, il y avait des jeunes qui ont été traduits devant le tribunal et dont le verdict a été retardé à 2 semaines parce que les magistrats étaient en grève. Donc il y a la liberté des citoyens qui est en jeu et la justice ne pouvait pas rester éternellement en grève. Par contre, je ne peux pas, et j'ai toujours dénoncé que les magistrats ne fassent pas leur travail en leur âme et conscience et qu'ils s'arrêtent à leur responsabilité de faire appliquer la loi et rien que la loi. Et à ce titre-là, les magistrats devraient justement dans le procès de demain et les autres procès devraient normalement faire appliquer la loi, dire que la loi et relaxer tous ces jeunes-là et Bourga'a et tous les détenus d'opinion et les détenus politiques. Très bien, j'aurais aimé que vous soyez là depuis le début de l'émission Zubida. Hassan, je pense que vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit. Amina, aussi, vous pouvez rebondir par rapport à ce qui se dit. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose. Bon, j'ai eu à exprimer mes idées là-dessus et je suis assez d'accord pour dire que on n'est pas là pour condamner de façon globale les magistrats, ça serait une erreur. Le pouvoir actuel, le pouvoir despotique, les a jetés ces magistrats dans les bras du Hirak, dans les bras de la révolution, dans les bras du peuple. Ce n'est pas maintenant à nous de les rejeter dans les bras du pouvoir. Ça serait mais aussi, une erreur Hassan, tactique et stratégique. très bien. Alors, Hassan aussi, il ne faut pas nier que les Algériens, je pense, ils le pensent aussi, que les magistrats ou la justice est un outil de répression qui est utilisé contre le mouvement de Hirak. Quand on voit un Bourga'a, quand on voit un Tabou, quand on voit un Fodil Boumela, quand on voit un Samir Belarbi, quand on voit des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont emprisonnés, ce n'est pas vous, ce n'est pas Zubida Assoul, ce n'est pas moi, ce n'est pas Amina qui les a emprisonnés. C'est des juges. Absolument. Je voulais en arriver là, justement. Vous savez, il y a une culture politique, justement, dans le corps des magistrats qui est, depuis 1962, depuis la condamnation à mort de Hossein Aït Ahmed en 1964. Donc, il n'y a pas eu d'ouverture par rapport à ce corps, malheureusement, ce corps professionnel. On assiste exactement, Nassar, à ce qui se passe au niveau des journalistes. Ils se sont libérés petit à petit. On voit encore qu'il y a un certain nombre de journalistes, notamment de la presse audiovisuelle, de la presse écrite, etc., publique, qui sont encore dans la servitude volontaire. Donc moi, je suis assez d'accord pour avoir une réflexion en 2 temps. Il y a le temps immédiat et il y a le moyen et le long terme. Effectivement, dans l'immédiat, on est pressé, on a envie que les magistrats, tous, prennent une position évidemment contre ce pouvoir et ne jugent qu'en fonction du droit et voient effectivement que là, il y a des injustices flagrantes, que des jeunes et moins jeunes sont emprisonnés pour des motifs absolument fallacieux et que même la Constitution, même le droit algérien ne permet pas à ces magistrats de les condamner alors qu'ils l'ont fait. Mais il faut savoir que dans tous les corps de métier, malheureusement, il y a encore des zélés et ils vont continuer de sévir et dont les magistrats qui ont envie de s'émanciper, comme ça a été le cas de cette magistrate qui a libéré Karim Tabou et qui malheureusement le lendemain est tombé sur un magistrat qui est obéi à l'injonction du pouvoir réel en place. Et donc,
À court terme, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, qu'on a envie que ces magistrats tout de suite prennent à bras le corps ce problème du Hirak et libèrent l'ensemble des prisonniers. Non seulement ça, mais aussi s'opposent justement aux élections du 12 septembre. C'est ça le plus important, parce qu'on sait très bien, sans les juges, sans les magistrats, il ne pourrait pas avoir d'élection. Absolument. Donc, encourageons ceux qui peuvent le faire. Je crois que nous sommes là, justement, en tant que force politique et en tant que force populaire, pour justement libérer petit à petit ces femmes et ces hommes qui sont sous l'emprise du pouvoir réel, avec des enjeux absolument colossaux, des enjeux personnels, des enjeux familiaux, des enjeux professionnels, des enjeux politiques, etc. Donc c'est une corporation qui est absolument fragile, qui est menacée. Donc donnons-lui de la force, comme il faut donner aussi de la force à des journalistes qui aujourd'hui ont commencé aussi à se révolter dans les médias publics. Donc encourageons-les. Il y a eu d'ailleurs le corps de la police. On a vu comment, on n'a jamais imaginé que les policiers allaient manifester, il y a un certain nombre de temps, il n'y a pas si longtemps que ça, pour obtenir un certain nombre de droits, et pas seulement des droits au niveau des salaires ou des conditions de travail aussi, mais aussi des droits au niveau de leur profession et au niveau des injonctions qu'ils reçoivent tout le temps. On a vu que suite à cela, des policiers ont rejoint publiquement justement le Hirak au prix de leur carrière, au prix de leur sécurité, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y aura des magistrats, et on va le voir d'ailleurs demain, je pense qu'il y aura des magistrats qui seront lucides et qui verront que les Algériens ont besoin d'une autre justice que celle que nous avons connue depuis 1962. Je pense que l'aspect le plus violent quand il y a eu l'annonce du syndicat national des magistrats de l'arrêt de la grève, l'aspect qui a plus suscité d'émotion, c'était cet aspect un peu négociation pécuniaire sur des salaires qui a donné l'impression à beaucoup d'Algériens que le système a encore le bras long, que via le clientélisme et l'achat de la paix sociale, mais en fait, il continue à le faire et il peut le faire. Et je pense que c'est ça qui a blessé, je pense, beaucoup de militants qui s'étaient réjouis quelques jours avant de voir ce corps constitué qui n'a pas le droit de faire grève, mais en fait, faire grève et se rallier au Hirak avec des slogans politiques. Maintenant, il faut dépassionner ce type d'événements, et avec le recul de quelques journées et avec un prisme plus politique, je pense qu'il y a deux choses à retenir. C'est que le système est fragilisé de l'intérieur, parce que précisément ce corps constitué, les magistrats qui habituellement, on sera les premiers à dire, c'est l'outil de répression, que dans les règles du jeu qu'ils ont acceptées en étant dans la magistrature, sont de facto, jouent le jeu que le système a posé constitutionnellement, etc. Ben, en fait, même eux sont, même si c'était un laps de temps très court et qu'ils ont finalement été rattrapés, mais il y a quand même eu des magistrats, rappelons-le, qui ont continué à sortir et qui aujourd'hui continuent à militer. Pas accepté la décision. Donc voilà, donc soyons pas non plus, rendons-leur hommage aussi. Donc il y a cet aspect-là qui nous dit que même à l'intérieur du système, il y a des fractures et que peut-être les luttes corporatistes aussi, dans le fond, elles convergent politiquement avec le Hirak, et que peut-être il y aura des moments forts où ils rejoindront le Hirak fortement. Et la deuxième chose que cela m'évoque, c'est que l'indépendance de la justice n'est pas un chantier facile ou immédiat. Je pense que ça va s'inscrire, c'est un des plus gros chantiers de l'Algérie de demain, et que ça va s'inscrire dans un chantier systémique et global. Et je parle sous le contrôle de Maître Assaoul. Je pense qu'on doit d'abord consacrer la séparation des pouvoirs, le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Je pense qu'il y a un nouveau contrat social, un pacte social qui doit d'abord être le fondement de cette nouvelle Algérie.
Viendra ensuite le chantier qui sera laborieux et très important de la réforme du système judiciaire, que ce soit le fait que le président ne soit pas celui qui nomme les magistrats et qu'on s'étonne derrière qu'il y ait des conflits d'intérêts, revoir voilà, le conseil de magistrature, mais aussi la formation des magistrats. Voilà quelques éléments de réaction. Zoubida Assoul, on avait posé quelques questions au début et j'aurais aimé que vous soyez là pour y répondre. Bien sûr, les Algériens, si on parle de ce vendredi et des dernières semaines, continuent à se mobiliser, mais aussi de l'autre côté, on voit un régime qui veut aller à ces élections. Comment vous voyez donc cette situation? Hassan Hirache a parlé, a exprimé des peurs, des risques par rapport à la situation, un affrontement. Est-ce que vous pensez qu'on pourra aller à des situations, à des scénarios comme ça, où le peuple est très conscient et acquis une maturité par les expériences du passé pour éviter donc ce scénario? Avant de vous répondre, Nasser, à votre question, je rebondis juste sur un élément que Amina a évoqué, c'est de parler des revendications socio-professionnelles des magistrats. En fait, il faut revenir un peu au système politique algérien, ce système dont on a envie tous d'en faire une rupture définitive. Et on veut justement rebâtir l'Algérie, l'État algérien sur de nouveaux fondements, de nouvelles bases saines pour qu'on puisse aller de l'avant. Le système algérien a été toujours basé sur deux choses, le bâton et la carotte. À un moment où la situation financière du pays est dans une difficulté assez reconnue, établie par les experts financiers et économistes algériens, voilà le pouvoir qui revient à ses pratiques. C'est pour ça que, depuis le départ, moi je disais, c'est vrai que Bouteflika est parti, c'est vrai que quelques visages du système bouteflikien sont en prison, mais aujourd'hui, les pratiques du système, une grande partie du système est encore là, parce que nous sommes dans les mêmes pratiques. C'est-à-dire que là, ils avaient envie, à travers cette revendication socio-professionnelle, tout à fait normale, hein, parce qu'il ne faut pas condamner les magistrats qui ont le droit de demander quand même des salaires qui leur assurent un minimum de dignité et d'indépendance par rapport au métier qu'ils exercent, parce que le métier de juge, ce n'est pas un métier quelconque. Le juge est le régulateur de la société et à ce titre-là, on doit le protéger. Et quand vous voyez qu'un député qui ne fait pas grand-chose dans leur majorité, hein, pour être correct et juste envers les gens qui font quand même, qui essayent de faire leur métier convenablement, qui touche un salaire de plus de 300 000 dinars, alors qu'un magistrat qui rentre avec une pile de dossiers, de 200 dossiers jour, et à qui on demande de rendre la justice convenablement et de faire des efforts et qui paye 3 fois moins le salaire de cela. Donc ça, c'est pas, il ne faut pas condamner les gens parce qu'ils demandent le droit d'avoir un salaire par rapport à l'effort. Mais les gens, je vais vous laisser Zoubida, oui. Juste, les gens aussi ont entendu les représentants de ces magistrats parler de l'indépendance de la justice. Tout à fait. Donc c'est ça qui a semé un peu la confusion au sein des Algériens, à ne pas comprendre c'est quoi leur mouvement. Est-ce que c'est l'indépendance de la justice ? Est-ce que c'est l'augmentation de leur salaire socio-professionnelles? Non. D'abord, même leurs revendications, elles ne sont pas uniquement d'ordre salarial. Si on se réfère, moi je vais vous donner quelques indications dans l'historique de ce mouvement des magistrats. D'abord, il ne faut pas oublier que les magistrats quand même sont sortis à un moment donné dans la rue pour appuyer la révolution pacifique. C'est vrai ou pas? Les magistrats sont sortis dans plusieurs juridictions. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même fait l'action d'ordre, on va dire, politique envers le mouvement et moral envers la société qui est sortie. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais aussi, Zoubida Assoul, ce moment-là, beaucoup d'Algériens pensaient que Gaïd Salah avait besoin de cette révolution et il avait des comptes à rendre avec ce qu'il appelait lui Issaba. Donc,
on ne peut pas dire de soutien envers le Hirak, envers la révolution algérienne. Écoutez, moi je ne rentre pas dans oui, l'esprit des gens pour dire qui avait vraiment la bonne foi ou la mauvaise foi. Moi je veux juste dire une chose. Il faut arrêter de dire que le peuple algérien, quel qu'il soit magistrat, avocat ou un citoyen lambda, qu'aujourd'hui, il sort parce qu'il a été manipulé. Il faut arrêter avec ça. Parce que dire cela, ça veut dire qu'on dit que le peuple algérien encore est immature, il n'est pas capable de prendre ses décisions par lui-même, parce qu'on entend encore aujourd'hui des gens qui vous disent « Ah non, les gens qui sortent pour rejeter les élections du 12 décembre sont manipulés ». Alors il faut arrêter avec ça. Je crois que le peuple algérien a définitivement clos ce chapitre de la manipulation. Et le peuple algérien, depuis février 2019, a démontré sa maturité, sa prise de conscience des enjeux de cette révolution. C'est pourquoi vous ne pouvez pas manipuler des millions d'Algériens qui sortent depuis plus de 8 mois à Nasser. Donc ça, moi, je n'adhère pas totalement. Et c'est une manœuvre de la part du pouvoir, y compris quand il a utilisé les salaires des magistrats pour dire que finalement, voilà les magistrats que vous croyez qu'ils sortent pour appuyer la révolution. À partir du moment où on leur a augmenté leur salaire, ça y est, ils ont arrêté la grève. Ça, c'est une manipulation du pouvoir. Il a voulu utiliser cette revendication, cet arrêt des grèves pour justifier, parce qu'ils ont eu une augmentation de salaire avec un effet rétroactif. Eh bien, ce n'est pas la vérité. Parce que le syndicat des magistrats, qui a été lui-même instauré dans le cadre de la révolution, parce que l'ancien syndicat a été évincé, il y a eu un nouveau syndicat sur de nouvelles bases, avec une nouvelle donne politique générale. Maintenant, ce syndicat... Regardez, moi je me rappelle très bien du premier communiqué du syndicat des magistrats. Qu'est-ce qu'il a revendiqué? Il a dit, nous exigeons de revoir des dispositions constitutionnelles pour assurer l'indépendance de la justice, pour assurer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par un magistrat élu par ses pairs. Nous exigeons de revoir le statut de la magistrature pour garantir l'indépendance de la justice. Nous exigeons de revoir la loi organique qui régit le Conseil supérieur de la magistrature afin d'assurer et de garantir l'indépendance de la justice. Il a dit cela, mais on n'a pas vu cela. Aujourd'hui, on n'a vu que les revendications socio-professionnelles. Évidemment, les revendications socio-professionnelles sont un des éléments de toute la réforme que les magistrats et de l'indépendance des magistrats qu'ils ont mis dans leurs revendications. Maintenant, Quentin, on va parler des élections. Moi, je veux dire une chose. On a 5 candidats, Zoumida Hassoul. Beaucoup disent que on est donc dans cette logique du 5e mandat. On est dans le bouteflikaisme sans bouteflika. Les Algériens sont très forts sur les réseaux sociaux pour... le 17 novembre, il y aura ce qu'on appelle le début de la campagne électorale. Qu'est-ce qu'elle pense, campagne, il y aura. Bon, écoutez, franchement, moi, quand j'entends des choses pareilles, je me pose une seule question. Et je me la pose en tant que citoyenne, en tant que politique, mais aussi je la pose à tous les Algériens, qu'ils soient dans le pouvoir, dans l'opposition ou dans la société civile, ou tout simplement les citoyens qui mènent une révolution qui a fait l'émerveillement du monde entier, de par son côté pacifique, son côté vraiment absolument massif dans toutes les régions, dans les grandes capitales du monde. La diaspora est vraiment mobilisée, l'unité du peuple, mais l'unité de la revendication politique. C'est la première fois que les Algériens sont unis, jeunes et moins jeunes, de toutes les catégories, de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les régions, sur un objectif commun, qui est la rupture avec ce système et aller vers vraiment la construction d'un État qui est basé sur les institutions et non pas sur les personnes. Non, d'abord sortir du pouvoir personnel, parce qu'on est encore dans le pouvoir personnel. Ce sont les personnes, uniquement les noms des personnes qui ont changé. Mais on est dans le pouvoir personnel, dans le pouvoir des clans, dans le pouvoir des règlements de compte. C'est ce que le peuple algérien regarde. Alors aujourd'hui, la question qu'on doit se poser tous, comme on est, doit-on sauver l'Algérie et écouter la voix du peuple, ou doit-on repêcher le système qui a fait la faillite de l'Algérie, de l'économie algérienne, qui a cassé
et ruiner les rêves de plusieurs générations. Et nous faisons partie de ces générations qui avons rêvé de l'Algérie démocratique, de l'Algérie vraiment prospère, de l'Algérie des libertés. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération qui représente la majorité de la population algérienne, qui sont des jeunes qui veulent vivre comme vivent toute la jeunesse du monde. Et ils sont mondialisés. C'est que le pouvoir n'arrive pas à comprendre. Au départ, le pouvoir était à l'aise parce qu'il pouvait empêcher les télévisions de parler de ce qui se passe dans leur société, empêcher les politiques ou les emprisonner, empêcher la société civile de jouer son rôle de courroie de transmission entre les revendications du citoyen et les pouvoirs politiques. Mais aujourd'hui, on est au siècle des technologies de la communication. On n'a plus besoin des télévisions. Les smartphones font justement la communication des citoyens. Et aujourd'hui, quand on parle des élections, est-ce que les élections sont une fin en soi ou est-ce que les élections sont un moyen de parvenir à la solution de la crise politique? Nous, on l'avait dit. Et tout à l'heure, vous m'avez précédé dans votre exposé de dire, les gens disent on est toujours dans le système Bouteflika. Moi, je l'ai dit au mois de juin passé, quand on a créé le PAD, j'ai dit nous sommes toujours dans la feuille de route de Bouteflika sans Abdelaziz. Parce que dans les pratiques, ce sont les mêmes. On nous ramène des candidats qui étaient le bras proche, des plus proches de Bouteflika, qui ont géré, qui sont comptables de la situation à la fois politique, économique et sociale et culturelle du pays. Et aujourd'hui, on nous les ramène pour nous dire que ce sont ces gens-là qui vont être les candidats, à des degrés divers, bien entendu, ils vont être les candidats du changement. Non, mais franchement, le citoyen algérien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'aujourd'hui, on va écouter la voix du peuple et on va aller vers une solution politique, concertée avec l'ensemble des Algériens? On n'exclut personne. Et nous, en tant qu'opposition, on n'a jamais exclu le pouvoir. On a dit, on a fait appel au pouvoir de revenir à la voie de la raison et de se retrouver autour d'une table dans des assises nationales où l'ensemble des Algériens s'expriment sur le devenir de l'Algérie, la nouvelle République, les bases de la nouvelle République, les mécanismes, les timings, etc. On n'est pas contre les élections, mais on ne peut pas aller aujourd'hui parler d'élections dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui. Au moment où vous avez des gens encore qui sont en prison pour leur opinion, au moment où les médias sont de plus en plus fermés, au moment où des journalistes se font encore incarcérer parce qu'ils ont voulu couvrir, et votre chaîne a été l'une des victimes de cette opération-là. Donc aujourd'hui, je pense que les conditions ne plaident point pour l'organisation d'une élection présidentielle. Mais le régime insiste et persiste à aller à cette élection. Quand Amina a parlé de fractures au sein du régime ou des situations fragiles, est-ce que vous pensez que le fait qu'il insiste sur cette élection démontre bien que le régime est à sa phase finale? Absolument. Je partage totalement cet avis. Je pense, à mon avis, si le pouvoir en place était à l'aise et que vraiment il était sûr que le peuple, en majorité, dans sa majorité, comme il le prétend, sont d'accord pour les élections, il ne serait pas d'abord dans cette approche répressive, il ne serait pas dans cette approche de dénonciation et de calomnie envers toutes les idées ou les options qui ne cadrent pas avec l'option du pouvoir. Il aurait cherché justement de trouver un consensus avec l'ensemble des gens pour aller à une solution. Mais je pense que l'agressivité du pouvoir en place démontre effectivement la fracture, la fragilité, mais aussi, je vais dire un mot peut-être fort, ça veut dire qu'il n'y a même pas de consensus à l'intérieur et au sein du pouvoir lui-même, à l'intérieur de ce pouvoir. Vous pensez? Je le pense. Je pense. Oui, très rapidement, parce qu'on me dit qu'on a dépassé un peu le temps. Juste Honneur aux femmes. dans... Je vais vous donner le dernier mot, Hassan. Après, je passerai à Amina. Après, à Madame Zoubida Assoul. Aujourd'hui, on a fait honneur aux femmes et ça me fait grand plaisir. Hassan. Je voulais juste dire que moi, j'ose espérer qu'au sein de l'état-major, en tout cas au sein des officiers supérieurs de l'armée algérienne, je ne crois pas qu'ils soient tous véritablement dans cette servitude volontaire que l'on observe sur le terrain et qui n'obéissent pas au doigt et à l'œil, mais qu'eux, ils pensent autre chose et qu'ils agissent pour le moment comme ils peuvent
En tout cas, il y a des zones d'influence qui doivent se mettre en branle, etc. Pourquoi je dis ça, pourquoi je pense ça? C'est parce que quand je vois des généraux sortir de l'armée, on les entend dire finalement quelle Algérie finalement ils veulent, quelle liberté publique ils veulent. On voit bien qu'ils ont pris des positions extrêmement, je veux dire, différentes de celles du positionnement du commandement actuel. Quand je pense à Ben Hadid, quand je pense à Ardiri, quand je pense même à Ben Yiles, etc., ces généraux-là sortis de l'armée, eh ben, ils ont quand même révélé qu'à l'intérieur de ce système militaire qui malheureusement est organisé de telle sorte qu'il n'y a pas possibilité d'élever la voix quand on est opposé à la politique justement de l'état-major, mais j'ose espérer qu'à l'intérieur, il y a un mouvement qui doit s'opérer face évidemment aux millions d'Algériens qui sont dans la rue. Ça m'étonnerait qu'ils restent totalement insensibles. Maintenant, il y a les généraux qui sont mêlés à des affaires glauques, à des affaires pas très nettes, de la corruption, etc., qui ont peur pour eux, qui ont peur pour l'avenir de leur progéniture, etc., et qui freinent des quatre fers et qui refusent effectivement de libérer le pays, qui refusent de dialoguer, qui refusent de céder le pouvoir au peuple algérien et qui ne souhaitent pas l'instauration d'un système démocratique. Et ces mêmes généraux, d'ailleurs, encore une fois, émargent auprès des Émirats, auprès de l'Arabie saoudite, comme la rue d'ailleurs le dit. Dirou intikhabat ma'al Emirat, c'est un enjeu géopolitique que le peuple algérien comprend parfaitement. Très bien. Amina, dernier mot s'il vous plaît. On a dépassé un peu. Les élections présidentielles du 12 décembre seront forcément un échec, qu'elles aient lieu ou qu'elles n'aient pas lieu. Parce que le mouvement citoyen continuera, parce que le rapport de force se maintiendra, et nous, le mouvement Iptikar, qui contribuant à fédérer la société civile et l'opposition politique, nous appelons à ce qu'on sorte de l'agenda du système et qu'on continue à créer cette alternative politique pour une sortie de la crise. Très bien. Zoubida Assoul, vous êtes en France, donc vous avez fait une conférence ici. Beaucoup d'Algériens n'arrivent pas à comprendre pourquoi donc, ces puissances occidentales ne réagissent pas à ce qui se passe en Algérie. Et en même temps, comment vous voyez donc, est-ce que ces élections auront lieu? Très rapidement, Zoubida Assoul. J'aurais aimé vous donner plus de temps. Oui, moi je pense que les élections, quelle que soit l'issue, même si le pouvoir va aller vaille que vaille par un coup de force, organiser quand même les élections et continuer dans le déni de la réalité du terrain qui sont les Algériens par millions qui rejettent ces élections parce qu'elles ne vont pas régler la crise politique algérienne. Mais aussi, j'ai envie de faire appel à leur conscience, de dire qu'aujourd'hui, il s'agit du devenir de l'Algérie. Ces gens-là doivent impérativement, quel que soit X, aller vers la solution politique. Et maintenant, ces forces occidentales, il y a une règle très simple. Un pays étranger, il regarde d'abord ses intérêts personnels, les intérêts de son pays. C'est à nous, en tant qu'Algériens, de dire qu'en fait, le pouvoir qui traite l'opposition aujourd'hui, de dire « Ayad el-Kharijiyya », mais nous, on n'a pas les sceaux de l'État entre les mains. Donc, même si on rencontre les étrangers, on n'engage pas le devenir du pays. Celui qui engage le devenir de l'Algérie et le devenir des générations à venir, c'est le pouvoir. C'est lui qui a les sceaux de l'État, c'est lui qui donne les contrats, c'est lui qui donne la commande publique, c'est à lui. Maintenant, les étrangers, effectivement, on ne peut pas comprendre des pays qui se revendiquent être des pays des droits de l'homme, des pays des libertés, de rester silencieux quand des Algériens, de jeunes Algériens se fassent emprisonner en contradiction et en violation des lois algériennes, à commencer par la Constitution, et qu'ils restent muets parce qu'il y a des considérations géopolitiques ou stratégiques d'intérêt bassement matériel. Heureusement qu'il y a les peuples, parce qu'aujourd'hui le monde est mondialisé et que les peuples voient ce qui se passe en Algérie, respectent le peuple algérien, découvrent le peuple algérien, et nous comptons sur les peuples et on ne compte pas sur les pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation, l'effet
majeur du changement du 21e siècle, c'est qu'aujourd'hui, les peuples peuvent justement se soutenir à travers d'un certain nombre de valeurs, à travers un certain nombre de revendications qui sont tout à fait légitimes. Moi, je dis que finalement, je pense que la région doit l'emporter au finish et que ces élections ne peuvent pas avoir lieu dans ces conditions-là et qu'il faudrait qu'on aille vers une solution politique. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir ici. Et je remercie aussi Amina Afaf Chayib de Mouvement Ibtikar. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Hassan Hirash, analyste politique, merci, et Shaban Kassi qui était avec nous, journaliste. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le débat continue sur Al-Magharibiya. Certes, qu'on n'est pas capté en Algérie, mais la parole, elle est là et on continuera à dire toute la vérité. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ ياخو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول